solution en partie pour pouvoir atteindre ces objectifs politiques. Il a eu le suffrage de ses compagnons et il les a eu démocratiquement, non à travers une institution, mais par sa capacité de les convaincre sur les idées, sur son projet, sur son offre politique. Et cela l'a conduit à la magistrature suprême. Il l'a exercé, mais auparavant, dans un régime précédent, il a eu la capacité gouvernementale de pouvoir ainsi avoir une expérience gouvernementale, ensuite une expérience parlementaire et surtout aussi une expérience locale à travers son élection comme maire dans sa ville natale à Fatick. Ce sont ces éléments-là qui fondent sa légitimité politique et démocratique. Sa troisième légitimité est une légitimité panafricaine, d'homme de dialogue et d'homme de paix. Cette logique panafricaine se déduit par sa volonté de militer activement pour l'intégration, l'unité de l'Afrique avec au lointain les États-Unis d'Afrique. Et avec la méthode, comme Senghor le disait, par la théorie des cercles concentriques, à la CEDEAO, où il a servi comme président, en cherchant à l'époque, avec les 15 États membres, à créer une communauté économique, non seulement des États, mais une communauté des peuples, avec la conviction qu'une Afrique balkanisée, désunie, ne pouvait pas atteindre le développement pour nous. Il a, dans ce parcours, il a dirigé l'Union africaine dans la présidence tournante en 2022, avec la capacité de prendre en charge les questions et les enjeux du continent africain. C'était la période de la pandémie, la question de la gestion des crises et des conflits sur le continent. Et dans son investissement, il a pu faire en sorte que les armes se taisent. Les armes se taisent pour que l'Afrique ne se tire pas sur elle-même, mais pour qu'elle construise le développement utile à elle-même, utile à sa jeunesse. Et il a pu ainsi, à travers son action, à diriger cette organisation et avoir les félicitations de ses pairs et de l'Afrique qui retiennent tous qu'il a été un grand président de l'Union africaine. Je voudrais, comme vous le savez, comme je me suis excusé au début pour ne pas tomber dans le travers de citer ou de ne pas citer au nom, mais je voudrais tout de même, avec votre assentiment, citer la présence du ministre d'État Mahmoud Saleh, à côté du ministre d'État Augustin Tine, mais tous, vous êtes confondus dans cette démarche et dans ces invitations, comme j'ai eu à le faire au début de mes propos. Mais il y a une autre légitimité. Cette légitimité, c'est sa légitimité internationale et diplomatique. Déjà au niveau de l'Union africaine, par son investissement politique et diplomatique, il a réussi une des prouesses diplomatiques qui ont permis à l'Afrique d'atteindre une place dans la gouvernance mondiale, à savoir rejoindre le G20. C'est suffisamment important à souligner
dans le contexte dans lequel il s'engage, pour savoir qu'il a la capacité et l'aptitude diplomatique pour pouvoir négocier au plus haut niveau ce qui paraît être essentiel pour notre continent. Et quand il a quitté le pouvoir, dans les conditions que l'on sait, avec 3 décisions importantes qui ont permis à ce pays d'être dans la paix et la sécurité à un moment où on prédisait le chaos, voire la guerre civile. Le 3 juillet 2023, il a pris la résolution de ne pas se présenter, alors que constitutionnellement, il avait la capacité d'aller concourir le suffrage des Sénégalais. Pour pouvoir permettre à tous de participer à une élection ouverte, transparente, régulière et libre, il a pris ce décret de promulgation du 6 mars 2024 qui a permis à tous de pouvoir sortir de prison et de pouvoir engager une campagne victorieuse qui a conduit à l'élection, à la présidence de l'élection, à la présidence de la présidence de la République et aussi à la victoire au niveau des élections législatives. Mais c'est parce que aussi il a pris cette décision importante, ce décret important qui consistait à légaliser le PASTEF et en le remettant dans le jeu politique, légal et constitutionnel du Sénégal. C'est cela le président Macky Sall. Et organisé en moins d'une semaine une passation de pouvoir dans les conditions les plus parfaites, parce qu'il a pu le faire et il a pu s'en aller en laissant donc un pays calme, un pays pacifié, et ce qui adviendra plus tard. Mais lui, il a fait sa part avant de quitter et ainsi rendre hommage aux Sénégalais qui l'ont élu en 2012 et qui l'ont réélu en 2019. Il s'est séparé avec eux dans la paix. Et qu'il a quitté, toujours dans cette légitimité internationale, il a pu non seulement assister pendant des années aux différentes instances du G7, du G8, du G20, mais aussi des réunions de l'Union africaine et l'Afrique, de l'Union européenne et l'Afrique, mais aussi des États-Unis et de l'Afrique, et de participer en tant que membre du conseil de la Fondation Maud Ibrahim à réguler, à réfléchir aux actions les plus importantes qui peuvent accompagner les dirigeants africains. Mais ce qu'il faut retenir, en ayant dit qu'il remplissait ces conditions, qu'en font un candidat idéal. Mais il va vers une organisation. C'est l'ONU. Faut-il rappeler que cette organisation qui est née en octobre 1945 avait l'ambition de préserver les générations futures de la guerre. Parce que, né décembre de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été une tragédie humaine, une véritable catastrophe, avec des millions de morts, parce que des idéologies funestes et nihilistes comme le nazisme, le fascisme, ont pu armer les esprits et armer les bras pour tuer au nom de la race. Et il fallait que cela cessât. Et l'organisation avait pour but d'engager l'humanité vers un autre projet en mettant l'accent sur 3 piliers fondamentaux, à savoir la paix, à savoir le respect des droits humains
à savoir le développement. La paix parce qu'elle est fondamentale, Tout se construit à travers la paix. René Cassin, qui fut l'un des plus célèbres rédacteurs à côté de Eleanor Roosevelt, a pu dire que la Deuxième Guerre mondiale était une guerre des droits de l'homme. Parce que lorsqu'il a fallu donner des explications pour cette furie meurtrière qui a heurté et froissé la conscience universelle, la réponse qui a été donnée tient en deux mots. La méconnaissance des droits humains et le refus du respect à l'autre et aux autres peuples. C'est pourquoi le deuxième pilier, qui est les droits de l'homme, était important. Et il fallait adopter une déclaration universelle. C'est la déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée le 10 décembre 1948 au palais de Chaillot à Paris. Cette déclaration se trouve dans la continuité de toutes les luttes où l'homme a eu à se battre pour se soustraire de la tyrannie, de l'arbitraire, des princes, aussi loin que nous remontons dans le temps, avec le code Hammurabi en 1750 avant Jésus-Christ, la Magna Carta, la déclaration d'indépendance des États-Unis, de l'habeas corpus, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et pour revenir à la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et à la charte africaine des droits de l'homme de 1981 et la charte, donc aussi la convention sur les droits de l'enfant de 1989. Autant de conventions qui mettent l'accent sur le respect de tous les droits, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, parce que tous ces droits sont indivisibles, interdépendants, indissociables et universels. Et il y a une exhortation à les respecter. C'est ce que dit l'article 55 de la Charte des Nations Unies. Parce que c'est la violation de ces droits qui amène les peuples, les individus à prendre des armes et à se tuer. Mais le développement qui est le troisième pilier, il faut lutter contre les inégalités. Et ces inégalités entre le nord et le sud sont profondes. Si l'on veut un monde qui ressemble à sa population, à tous les peuples qui le peuple, il est important qu'ils aient une égale dignité, ces peuples. C'est pourquoi ces trois piliers sont fondamentaux. Le candidat Macky Sall aura à prendre en charge un certain nombre de questions qu'il connaît parfaitement bien, déjà, pour les avoir déjà défendues. L'une de ces questions fondamentales, c'est de faire face à l'injustice historique qui est faite à l'Afrique en lui refusant d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les problèmes de l'Afrique sont débattus sans que l'Afrique soit à la table et considérée comme étrangère à ses propres problèmes. Et pourtant, si vous constatez, avec 1,5 milliard d'habitants sur ces 30 millions de kilomètres carrés, les 193 États comprennent 54 États africains. Il est important que ces États puissent être représentés dans le Conseil de sécurité, que, comme vous le savez, à 15 membres, 5 membres permanents
qui comprennent la France, les États-Unis, la Chine, la Fédération de Russie et le Royaume-Uni. 10 autres membres non permanents et qui sont élus pour un mandat de 2 ans pour siéger au niveau du Conseil. Mais seuls les 5 disposent d'un droit de veto. Et ce droit leur confère la capacité de bloquer toutes les décisions ou résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette Assemblée générale, puisqu'ils comprennent les 181 États membres et justement le symbole de la démocratie, mais qui peut être remise en question par le veto d'un de ces 5 membres. C'est pourquoi il a estimé qu'il est important qu'il faut réparer cette injustice faite à l'Afrique. Et l'autre raison, c'est que près de 70% des crises et des conflits qui sont traités au Conseil de sécurité sont liés à l'Afrique. Avec des opérations de maintien sur le continent, avec un ordre jour de plus de 50% des affaires qui sont liées à l'Afrique. Et l'Afrique n'est pas à la table pour parler de son propre destin. On parle à la place de l'Afrique. Et il faut que l'Afrique ait sa voix pour parler de ses propres problèmes. Mais il y a une autre injustice. C'est l'injustice climatique. L'injustice climatique, c'est aujourd'hui la sanction faite à l'Afrique de renoncer à ces énergies fossiles, à ces hydrocarbures qui sont dans son sous-sol au nom de la préservation de l'environnement pour lutter contre le dérèglement climatique. Alors que ceux qui ont saccagé le monde, la nature, pendant 2 siècles, et sont installés dans le confort du développement, ne voudraient pas que l'Afrique puisse aujourd'hui utiliser ses propres hydrocarbures pour pouvoir les mettre au service de son développement. C'est comme si l'on dit que le gaz, le pétrole, l'essence, tout ce qui concerne le continent africain, particulièrement celui du Sénégal, qui est au large de nos côtes, doivent rester dans le fond, le très fond, le bas fond de l'océan Atlantique sans être exploité. C'est inacceptable. Il est certain qu'on ne peut pas faire bouger les ascenseurs avec des bougies. Si l'Afrique devait renoncer dans ces différents pays comme au Congo, qui est un scandale géologique où il y a des minéraux, du fer, du lithium, du diamant, et tout ce que vous pouvez imaginer, cela signifierait que près de 600 millions d'Africains n'auront pas accès à l'électricité. Et en dernière instance, ceux qui avaient pris, parce que le président Macky Sall a fait une proposition d'une transition énergétique intelligente, équitable et juste, qui devait déboucher à une compensation financière arrêtée à plus de 100 milliards de dollars. Mais il n'y a eu jamais début d'exécution de cette promesse et de ces engagements des grandes puissances. Ce sera donc un des chantiers auxquels il aura à faire face. Mais le troisième, c'est aussi l'injustice de la gouvernance mondiale financière. Les institutions de Bretton Woods, qui sont l'héritage aussi de l'organisation financière du monde, dont l'architecture exclut la plupart des pays du Sud, doivent connaître dans ces organes décisionnels des Africains pour pouvoir discuter lorsqu'il s'agit du FMI, lorsqu'il s'agit de la Banque mondiale, de l'avenir économique de leur pays, en étant associés aux conceptions de développement qui leur sont proposées et qui sont faites sans l'Afrique. C'est aussi un des combats qui va nécessairement être porté par le candidat Macky Sall. Mais ce qu'il faut aussi retenir,
C'est notre que il faut s'engager pour qu'il y ait ce souffle qui va nous amener vers un monde meilleur. Ce souffle, pour y accéder, j'identifie 3 actions urgentes qui sont nécessaires. C'est l'état de notre monde qui le montre. Le monde que nous avions hérité de la Deuxième Guerre mondiale est un monde qui avait vu, à travers un norme, permis une certaine stabilité. Après le XXe siècle, considéré comme le siècle le plus meurtrier, avec ses 4 génocides, le génocide arménien, le génocide juif au Holocauste, le génocide rwandais, mais aussi le génocide perpétré à Srebrenica. Cet ordre avait permis une accalmie, une certaine paix dans les frontières de l'Europe, malgré certaines guerres que nous avons connues dans d'autres régions du monde, particulièrement en Afrique. L'état du monde actuel nous pose une grave interrogation sur le droit international. Ça casse à Caracas. J'ai dit ça casse à Caracas. Ça casse à Caracas. Mais où? Au Venezuela, où nous avons assisté à une défaite fracassante du droit international dans les réponses d'une intervention qui nous pose aujourd'hui de graves questions, où l'on peut capturer, enlever un chef d'État d'un pays souverain et pour le porter ailleurs au nom tout simplement de ses propres intérêts ou tout simplement par la volonté de s'accaparer de son territoire. C'est cela le nouvel ordre. Et il signifie que c'est le retour du droit de la force au détriment de la force du droit. Le primat de la force sur le primat du droit, de la priorité du droit. Des interventions unilatérales, contraires aux interventions multilatérales qui ne peuvent être décidées selon le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies au niveau du Conseil de sécurité. Les guerres unilatérales qui sont imposées à l'heure actuelle n'ont d'autre objectif que de satisfaire des intérêts économiques, géostratégiques, géopolitiques des grandes puissances qui veulent imposer la paix par la force. Or, alors que la paix doit s'imposer par le droit. Ce monde risque d'être un retour vers le monde de la jeune, où le droit des plus forts va s'imposer, où l'homme est un loup pour l'homme, où le plus fort peut décider de tout sans que le plus faible puisse réagir. C'est ce monde-là qu'il faut rééquilibrer. Parce qu'il est en train d'infanter un nouveau désordre international en enterrant le monde que nous avons connu, qui repose sur les principes philosophiques, juridiques et moraux de la Charte des Nations Unies, qui postule que les différends entre les peuples et les nations doivent être réglés par la négociation, la diplomatie, qui postule les principes de non-ingérence, les principes de non-division dans les affaires intérieures de notre peuple, qui postule l'égalité des nations, la souveraineté de tous les États, quelle que soit leur taille démographique, économique, qui ont tous une égale dignité. Alors, il est important que la première réflexion, la première action multilatérale à mener, c'est une diplomatie
efficace. Mais il en a la capacité, le président Macky Sall, une capacité d'avoir la finesse, la méthode, de pouvoir négocier avec les plus grands blocs antagonistes du Nord et du Sud pour pouvoir ainsi faire en sorte qu'il y ait la paix. Cette paix me paraît être importante pour pouvoir dépasser cette étape que nous voyons. Impulsion, désir éternel avec les bombes qui tombent sur des peuples, des populations civiles innocentes. Cela est énormément important. Mais il est important aussi, dans d'autres urgences, que l'on revienne à la question fondamentale des droits humains. Parce que l'organisation du monde qui doit être proposée doit être équilibrée, doit pouvoir tenir compte de la représentation de notre monde, non des équilibres de Yalta. Et en tenant compte de la diversité des peuples, d'où son habilité demain à négocier pour faire en sorte qu'il y ait le dialogue des cultures, des civilisations, et non des chocs de cultures et des civilisations comme le préconisait tout simplement Huntington. Ça vient de Huntington. C'est cette habileté, cette dextérité diplomatique qui doit mettre en œuvre pour revenir. Parce que sans le respect de cette diversité, certains peuples, certaines grandes puissances peuvent s'arroger le droit d'imposer cette injonction culturelle et civilisationnelle qui est inacceptable. Le prétexte civilisationnel n'est pas acceptable. Chaque peuple a son histoire, son évolution propre et exige le respect de sa dignité en tant que peuple, composé d'hommes libres qui seront la déclaration, l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, naissent et demeurent libres et égaux. Mais il y a aussi autre chose de fondamental. C'est la troisième urgence. C'est de faire en sorte que le pacte pour l'avenir, qui a été adopté au mois de septembre 2024, au sommet de l'avenir, au niveau des Nations Unies, qui met l'accent sur la coopération, sur le plan des droits de l'homme, de la paix, de la sécurité, du développement, mais aussi du numérique, du genre et surtout du droit des générations futures, des jeunes. Jamais les Nations Unies n'ont autant sont allées dans les détails pour préparer une action qui puisse engager non seulement la réalisation accélérée des ODD à l'horizon 2030, mais également la prise en compte de la diversité du monde, pour que notre monde, son organisation, puisse refléter la diversité de ce monde-là. Ceux qui ont cru, lorsqu'il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique, comme Francis Fukuyama, qui avait dit que c'était le transport, c'était la fin de l'histoire. Il fallait dire que non, l'humanité est en mouvement. Le triomphe du libéralisme dont on parlait, de la mondialisation, n'a pas été ce que l'on croit. Il a produit la fragmentation, il a produit les parias de la mondialisation, qui sont l'Afrique avec le visage féminin de cette pauvreté et de cette misère absolue. Ce qui nous amène à dire qu'il faut justement démocratiser cette mondialisation et aussi mondialiser la démocratisation. C'est un des chantiers aussi importants sur lesquels il faudrait travailler. Il va de soi que tout ce qui a été décliné ici pour établir les bases d'un monde meilleur pour tous, où tous les êtres humains, libres et égaux, pourraient vivre côte à côte
sans distinction, sans peur, avec la certitude que le monde qui nous est prévu sera semblable au village planétaire de Georges Balandier, où il y a cette fraternité universelle entre tous pour entretenir la paix qui est le cadre de la jouissance effective de tous les droits de l'homme, de chaque être humain, homme, femme, enfant, personne vivant avec un handicap, sans qu'il y ait aucune distinction.